Je vous présente un énoncé que je vais résoudre à l'instant. Tout simplement, on va le lire ensemble. Donc, on a la masse de la Terre qui vaut 81 fois celle de la Lune, et son rayon est de l'ordre de 11 treizième de fois le rayon lunaire. Bon, ça, ce sont des informations que vous pouvez aller chercher sur Internet, parce que vous allez chercher la masse de la Terre, vous divisez par la masse de la Lune, vous allez trouver que le rapport vaut 81. Je l'ai déjà fait, je peux le faire encore une fois, c'est pas un problème. Et vous faites la même chose avec les rayons. Les rayons, vous faites un rapport de rayons, Terre, rayon lunaire, et vous allez voir qu'il y en a un qui est 11 treizième, 11 tiers de fois le rayon lunaire. Donc le rayon de la Terre est 11 treizième de fois le rayon lunaire. Donc ça veut dire que si je mettais 9 troisième, ça veut dire qu'il est plus grand que 3. C'est un rapport qui est beaucoup plus grand que 3. Oui, il est entre 3 et 4. Parce que 12, c'est 4. 12 divisé par 3, ça fait 4. 3 divisé par 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc il est entre 4 et 3 fois plus grand. Entre 3 fois et 4 fois plus grand. Entre les deux. Alors, il est entre 3 et 4 fois plus grand. Mais sa masse, la masse de la Terre est 81 fois celle de la Lune. Voilà. Et on demande d'établir le rapport entre le poids de lunaire et le poids terrestre d'un même objet. D'un même objet. Eh bien, pour ça, on va aller rechercher donc la loi de gravitation universelle de Monsieur Isaac Newton. On va établir les relations pour retrouver justement le rapport qu'il existe entre le poids de lunaire et le poids terrestre. Il manque un L à part. Alors je vous rappelle encore une fois, la Terre c'est un nom propre. Hein. La Terre c'est un nom propre. Donc ça commence par T majuscule. Et je le rappelle, hein, et la Lune est un nom propre aussi, donc les astres sont considérés comme des noms propres. Terre et Lune. Alors que rayon lunaire est voilà, ne prend pas une majuscule. Le rayon lunaire ne prend pas une majuscule, alors que Lune prend une majuscule. Bon, je vais aller sur Internet. Et vous voyez la masse de la Terre, ici, elle est donnée à 5,972 fois 10 exposant 24 kg. Alors, si vous voulez savoir, les électrons, c'est de 10 moins... Voilà. La masse, par exemple, si je prends la masse d'un proton, c'est 1,672 fois 10 exposant moins 27 kg. C'est l'exercice que je viens de faire à l'instant. Je viens de faire un exercice sur les électrons et les protons. Il disait que la masse du proton, c'est 1,672 fois 10 exposant moins 27 kg. Alors que là, on est de l'ordre du 10 exposant 24. Alors, si vous voulez avoir de l'ordre du 10 exposant 27, vous allez chercher Jupiter. Parce que Jupiter, vous voyez en bas, recherche associée, Jupiter 1,898, 10 exposant 27 kg. Alors que le proton, c'est 10 exposant 1,672 fois 10 exposant moins 27 kg. Alors, l'électron, lui, c'est encore pire, puisqu'en fait, il est beaucoup plus petit que la masse de l'électron est beaucoup plus petite que la masse du proton, et la masse de l'électron, c'est 9,109 fois 10 exposant moins 31 kg. Moins 31 kg. Donc vous voyez que c'est à l'inverse, c'est pour ça que à l'échelle atomique, on ne prend pas en compte, si vous voulez, l'effet de la gravitation, c'est tellement petit par rapport aux forces coulombiennes qu'on néglige la gravitation, c'est tellement petit. Voilà, la gravitation, c'est plutôt pour des masses, on va dire, qui ne sont pas à l'échelle atomique. Alors maintenant, si je prends un autre site internet, là il est donné avec 3 décimales, mais là il est donné avec 4 décimales. C'est 9,72, mais il y a encore un 2 en plus. Voilà, là il y a un 2 en plus, c'est 10 exposant 24. Alors si je fais le rapport avec la calculette, je vais faire le rapport 5,9722, 5,97.22, bien sûr, fois 24, 10, égale, alors je vais le diviser par la masse de la Lune, divisé par 7,342. Ouais, j'aurais dû mettre une parenthèse, ça peut...
Bon, on retrouve déjà le 81 qui est là. Et simplement, j'ai pas mis le... J'ai encore divisé par 10, 22. Donc, c'est faire x 10 moins 22. Je vais déjà faire égal. Bon, j'ai raté complètement mon calcul. De toute façon, si je fais 10, 24 sur 10, 22, au niveau des puissances, il va rester 10 exposant 2. Donc, je vais faire juste 5, 9. Je ferai x 100. Je vais faire x 100. 597, 22. Je vais faire directement moi-même les exposants. Voilà, 597,22 divisé par 7,342, je crois. Ouais. 2, 3, 4, il y a 2, 3, 4 dedans. Voilà, vous voyez qu'elle est de 81 fois. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc dans l'énoncé, c'est ce qu'ils vous disent. Bon, je l'avais déjà fait auparavant. Je l'ai déjà calculé, donc on sait bien que c'est 80. Si vous suivez mes vidéos, j'avais déjà calculé ça dans une vidéo précédente. J'ai calculé le rapport. Le rapport faisait 81 fois. 81. Donc, là, si vous voulez, la masse de la Terre est 81 fois plus importante que celle de la Lune. Bon, maintenant, au niveau des rayons, il est de l'ordre de 11 treizième de fois. 11 troisième. 11 tiers de fois. 11 tiers de fois. Il est de l'ordre de 11 tiers de fois le rayon lunaire. Bon, mais la question qui est posée, c'est on demande d'établir le rapport entre le poids lunaire et le poids terrestre. Donc il faut aller chercher les équations de la gravitation de Isaac Newton. Enfin, du moins, il a trouvé la relation, c'est pas ses équations, il a trouvé la relation, c'est une loi universelle, c'est pas ses lois. Lui, il a juste découvert ça. Voilà. Alors maintenant, encore quelque chose que je voulais aller voir sur Internet. Oui. Donc ici, ils disent soit 1,23%, 123 pour 10 000 de celle de la Terre. Voilà, là elle est donnée en 1,23%, 23%, 123 pour 10 000 de celle de la Terre. La première estimation de cette masse a eu lieu au XVIIe siècle, 17e, lorsque Isaac Newton, bon, voilà, c'est ce monsieur, est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome, théologien anglais, puis britannique, figure emblématique des sciences. Il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie. Là, bon, on peut aller lire, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vous disais avant d'aller voir, lorsque Isaac Newton tenta de déterminer le rapport entre la masse de la Lune et celle du Soleil, depuis les techniques s'améliorant, la masse de la Lune est connue avec une très grande précision. Avant, ils avaient fait des calculs, c'était pas, c'est normal. Ils avaient banni beaucoup de choses, ils bannissaient beaucoup de choses à une époque. Les trajectoires n'étaient pas forcément bonnes, la précision n'était pas bonne parce que bon, ils n'avaient pas des calculs, je veux dire, très précis. Il y avait certaines zones qui ne voyaient pas, donc ils devaient bannir des zones d'instabilité et tout le tralala, tralala. Bon, là n'est pas la question. Bon, tout ce que je voulais dire ici, c'est qu'il tenta de déterminer le rapport entre la masse de la Lune et celle du Soleil. Vous voyez qu'il calcule par rapport à des rapports. Hein. Lui, il le faisait par des rapports de masse. Il calculait des rapports de masse. Alors connaissant 3-4 rapports de masse, il savait trouver une masse. Hein. Si vous avez 3-4 rapports, ben, vous savez résoudre l'équation pour trouver une masse. Donc, il allait dans le sens des rapports. Tout comme l'exercice qui est demandé ici, c'est un rapport, mais ici c'est un rapport de poids. Un rapport de poids de lunaire et de poids terrestre pour un même objet. Alors, je vais juste aller voir Isaac Newton parce que ça vaut la peine d'aller lire ce monsieur. Voilà, je vais rentrer dans... Ouais, je sais pas si... Bon, il n'y a pas grand chose dessus. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas, j'ai fait une bêtise, je sais pas. Enfin bref, vous êtes capable autant que moi d'aller voir. C'est quand il est âgé de 46 ans.
en 1689. Voilà, c'est ce qui m'intéresse un petit peu. C'était fait par Gottfried Kneller. 1689, quand il avait 46 ans. Donc il est né en 1703. Non, c'est pas possible. Hein, ici, voilà, il est né, naissance. Bon, apparemment, il vient de Cambridge. Bon, je sais pas s'il parle de lui ici, mais enfin bref. Naissance, 25 décembre 1642. Alors, ouais, 1642, 1689, c'est bien 46 ans. 1600, naissance, 1642, 1689, moins 1642, 47 ans. Ouais, 47. Ben, il était dans sa 46, 40, voire 47 ans. Ouais, donc c'est bien lui. Donc je peux lire. euh, Naissance, 25 décembre 1642. Donc il est né en hiver, début d'hiver. Début d'hiver. Manoir Woolsthorpe. Décès 20 mars. 20 mars. C'est au printemps. Début du printemps parce que. Début du printemps, 20 mars. Non, 20 mars c'est court l'hiver. C'est court l'hiver. Bon, parce qu'on a le 21 mars. Non, je raconte une bêtise. Ouais, j'ai raconté une bêtise. C'est le printemps là. Là on est au printemps. Non, le printemps c'est le 21 mars. Ok, il est mort avant un jour avant le printemps. Donc il est mort à 84 ans. Il est mort à 84 ans. Sa sépulture est à l'abbaye de Westminster, domicile Angleterre, formation Université de Cambridge, de King's Schools Grantham, Trinity College baccalauréat universitaire en lettres, juin 1661, août 1665, Trinity College maîtrise universitaire de S lettres, avril 1667, 1668, activité mathématicien et philosophe, père Isaac Newton. Tiens, c'est bizarre. Je sais pas si le père il s'appelle comme ça, mais enfin bref. Je sais pas s'il s'appelle comme ça le père. Hein. D'ailleurs, ils l'ont pas mis avec un lien, je sais pas s'il s'appelait comme ça. Mère, Anna Escoff, parentèle, j'en sais pas plus. Travaillait pour l'université de Cambridge, chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'université de Cambridge, domaine physique, mécanique, mathématiques, astronomie. Bon. Religion, anglicanisme, membre de la Royal Society, maître Isaac Barrow, personnel lié Isaac Barrow. Bon, je sais pas. Titre honorifique, œuvre principale, il a eu un blason. Donc il est mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste. Bon, il cherchait la pierre philosophale, pourquoi pas. Astronome, c'était l'époque, hein, il cherchait après comment transformer voilà, des matières en or. Astronome, oui, il était mathématicien, physicien, philosophe. Donc il était philosophe en même temps. Il cherchait la pierre philosophale, bon. Astronome, théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal.
En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation, sur laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton. En mécanique, il a établi les 3 lois universelles du mouvement qui constituent en fait les principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui mécanique newtonienne, ou encore mécanique classique. Il est aussi reconnu pour la généralisation du théorème du binôme de Newton et l'invention dite de la méthode de Newton, permettant de trouver des approximations d'un zéro aux racines d'une fonction réelle d'une variable réelle. Bon, tout ça c'est lui, hein. Je pensais que c'était de la famille apparentée, mais c'est de la même personne. C'est de la même, tout ce qui est Newton, en fait, c'est Monsieur Newton, c'est ce monsieur-là. Tout ce qui est apparenté Newton, et voilà. Déjà, l'unité, le Newton, c'est lui. C'est une unité qu'on lui a attribuée, le Newton. L'unité de force, c'est le Newton pour l'unité de force. Le Newton. Il y a la méthode de Newton pour rechercher des racines par approximation, méthode d'approximation pour trouver des racines d'une fonction, réelle. C'est encore lui. Le binôme de Newton, c'est encore lui. Le télescope de Newton, c'est encore lui. Euh, euh, et quand on le retrouve dans théorie, la gravitation universelle, c'est encore lui. Et bien sûr, la théorie, comment est-ce qu'on appelle ça, de calcul infinitésimal, on retrouve Newton aussi. C'est toujours le même Newton. Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme de Newton et l'invention dite de la méthode de Newton permettant de trouver l'approximation d'un zéro aux racines d'une fonction réelle d'une variable réelle. Newton a montré que les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. En se basant sur les lois de Kepler, sur le mouvement des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation. Oui, il s'est basé sur les lois de Kepler. Hein. Et bien sûr, de la force centrifuge. Hein. Tout ce qui vient derrière, hein, derrière tout ça, force centrifuge de Huygens, et bien sûr les lois de Kepler. Il a notamment aidé Kepler à trouver certaines choses. Grâce à sa loi, il a su expliquer certaines choses par rapport aux lois de Kepler sur le mouvement des planètes. Il développa la loi universelle de la gravitation. Son ouvrage Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687, est considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui-ci qu'il décrit la loi universelle de la gravitation, formule les 3 lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Il a aussi effectué des recherches dans les domaines de la théologie et de l'alchimie. Alors vous pouvez lire, hein, bon, l'Angleterre n'ayant pas encore adopté le calendrier grégorien, la date de naissance d'Isaac Newton est enregistrée en date du 25 décembre 1842 au manoir de Woolsthorpe, près de Grantham dans le Lincolnshire, en Angleterre. De parents fermiers, sa venue au monde est mouvementée. Il naît 3 mois après la mort de son père. Oui, donc son père c'est bien Isaac Newton aussi. Manoir de Woolsthorpe, lieu de naissance d'Isaac Newton, vous le voyez en photo. Isaac Newton perd et de façon prématurée. Plus tard, sa mère lui racontera que personne ne pensait qu'il puisse survivre. Sa constitution est si fragile qu'il aurait tenu, disait-elle, dans un cruchon. Dans ses premières années, on ne sait presque rien en dehors de quelques données rapportées par Newton lui-même. Le bonheur de Newton ne dure pas longtemps. Il a 3 ans lorsque sa mère, Anna Ayscough, se remarie avec Barnabas Smith, pasteur âgé de 63 ans et économiquement aisé, du village voisin de North Witham. Un conflit survient quand sa mère déménage avec son époux à North Witham. Comme Barnabas ne veut pas s'occuper d'Isaac, celui-ci est laissé à la garde de ses grands-parents maternels, dont la famille peuplée de gens d'église et d'universitaires sera chargée de sa formation. Mais cette séparation suscite en lui un fort sentiment d'angoisse, d'agressivité et de peur, qui fait de lui un égocentrique précoce. Chaque fois que quelqu'un tentera de lui enlever ce qu'il estime être son bien, il répliquera avec une violence démesurée. Voilà. Voilà, quand on lui prend quelque chose, il s'énerve.
Même s'il peut compter sur les oncles, tantes et cousins qui vivent dans les environs, il souffre de son enfance solitaire et cette souffrance contribue à son isolement. À 5 ans, il fréquente les écoles primaires de Skillington et de Stoke. Il a 10 ans lorsque meurt son beau-père, Barnabas. Sa mère revient à la maison familiale de Woolsthorpe avec les 3 enfants qu'elle eut du pasteur. Hélas, le bonheur de retrouver sa mère est de courte durée. Un an plus tard, il a 12 ans. Newton est envoyé à l'école primaire de Grantham, à 11 km de sa maison natale. Il ne prend pas sa scolarité trop au sérieux. Il est toujours assis au fond de la classe, jusqu'au jour où, en sortant du collège, il se bat avec un camarade 2 fois plus grand et le terrasse. Non content de l'avoir mis à terre, il veut aussi le dominer intellectuellement, et à partir de ce moment, il n'a de cesse d'occuper la place de premier de la classe. Cette anecdote révèle un trait crucial de son caractère, le désir de l'emporter sur ses rivaux qu'il considère comme inférieurs. Il est logé chez le pharmacien Clark, dont l'épouse est une amie de sa mère, et il profite de la bibliothèque bien fournie en ouvrages scientifiques pour s'initier aux rudiments de la philosophie naturelle. La physique, le dessin est aussi son autre passion, comme le montrent les murs de la maison du pharmacien Clark, ornés de portraits d'animaux, de fleurs et de figures géométriques. Dans cette demeure, il y a aussi des cadrans solaires pour lesquels Newton affiche une véritable dévotion. Il reste 4 années au collège de Grantham jusqu'à ce que sa mère le rappelle à Woolsthorpe pour qu'il devienne fermier et qu'il apprenne à administrer son domaine. Fort heureusement, plusieurs personnes de son entourage s'aperçoivent que Newton n'est pas fait pour les travaux des champs et décèle ses dons scientifiques. William Ascough, le frère de sa mère, insiste pour qu'il continue ses études et aille plus tard à l'université. Son allié principal est le frère de Madame Clark, le pasteur Humphrey Babington, qui finit par nouer une étroite amitié avec Newton. Et enfin, son maître d'école à Grantham, nommé Stokes, qui offre de payer lui-même les frais scolaires et d'accueillir le jeune Newton chez lui jusqu'à la fin de sa formation. Un an plus tard, sa mère accepte que son fils reprenne ses études. Après avoir achevé sa formation scolaire, Newton s'inscrit à l'université. À 17 ans, Newton tombe amoureux d'une camarade de classe, mademoiselle Storey. On l'autorise à la fréquenter et même à se fiancer avec elle, mais il doit terminer ses études avant de se marier. Finalement, le mariage ne se fait pas. Il restera vierge et célibataire toute sa vie. Newton à Cambridge. L'étudiant et le chercheur Newton arrive à Cambridge le 4 juin 1661 et le lendemain, il entre au Trinity College, institution à laquelle il restera lié pendant les 40 années suivantes. Le choix de Trinity, considéré comme le meilleur, repose sur plusieurs motifs. D'une part, William Ascough y a étudié, d'autre part, Humphrey Babington y exerce comme fellow. Newton y est inscrit comme subcisar. Son statut universitaire l'oblige à partager sa chambre avec un autre étudiant, John Wilkins, qui fera preuve de sollicitude et d'entraide, l'aidant à réaliser ses expériences et à rédiger ses comptes rendus de recherche. Il commence par préparer sa licence S.Art libéraux. À cette époque, l'université reste ancrée dans un programme d'études basé sur les humanités médiévales auquel Newton ne s'intéresse pas beaucoup. D'après ses carnets, on sait qu'il n'achevait pas ses lectures obligatoires et qu'il en commençait d'autres nettement plus contemporaines. Les références aux auteurs plus modernes abondent dans ses carnets, tels Descartes, Galilée, Robert Boyle, Henry Moore, Hobbes, Gassendi. Même si le programme universitaire souffre d'archaïsme, les derniers livres scientifiques en date sont disponibles, si bien que Newton peut consulter les dernières parutions. Newton se comporte en autodidacte, dévorant tout ce qui lui tombe sous la main. Il approfondit ce qui attire son attention et reproduit un certain nombre d'expériences. À Cambridge, dans le cadre des mathématiques, on dispense le quadrivium, comprenant l'arithmétique, le Girolamo Cardano, la géométrie d'Euclide, l'astronomie de Ptolémée et enfin la musique. En 1663-1664, Newton découvre les mathématiques dans Miscellanea de Schouten, la Geometria de Descartes, les Clavis Mathematica de William Oughtred et les travaux de John Wallis. En 1663 est créée à Cambridge la chaire lucasienne dont la première titulaire est Isaac Barrow. Son maître de mathématiques, et il est possible que Newton ait assisté à ces conférences, ce qui lui a ouvert de nouveaux horizons insoupçonnés jusqu'alors. En un peu plus d'un an, Newton a été capable d'assimiler par lui-même tous les fondements de l'analyse élaborée au XVIIe siècle. À partir de là, il suit son propre chemin qui doit le mener à la découverte du calcul infinitésimal. En 1664, il écrit dans quelques questions philosophiques: Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité. À cette époque, la priorité de Newton
et de continuer ses études indéfiniment. Seule la façon de combler sa soif de connaissance. Il choisit Isaac Barrow comme examinateur et le 28 avril 1664 décroche une bourse scholarship qui lui octroie un salaire fixe en plus des frais de subsistance et lui garantit 4 années d'études supplémentaires. Jusqu'à la fin de sa licence S.Art libéraux, en janvier 1665, il obtient un titre de bachelier S.Art et envisage de préparer la maîtrise. Cette année-là, l'Angleterre subit une épidémie de peste noire, si bien que l'université ferme ses portes à l'été 1665 et renvoie les étudiants chez eux. Newton part pour Woolsthorpe. C'est là qu'il progresse fortement en mathématiques, physique et surtout optique. Lorsqu'il en revient, il a fortement révolutionné la science de l'époque. Newton accélère dans ses recherches. Il entame en 1666 l'étude des fonctions dérivables et de leurs dérivées à partir du tracé des tangentes sur la base des travaux de Fermat. Il classifie les cubiques et en donne des tracés corrects avec asymptote, inflexion et point de rebroussement. Ses recherches ne l'empêchent pas de poursuivre son travail universitaire. Le 2 octobre 1667, il obtient un titre de Minor Fellow, attribué aux chercheurs boursiers encore peu spécialisés. 8 mois plus tard, il accède au statut de Major Fellow. Et cette même année, 1668, il obtient le titre de Master of Arts, qui comporte l'obligation de prendre les ordres au sein de l'église anglicane pour une durée minimale de 7 ans. En 1669, il rédige un compte rendu sur les fondements de calcul infinitésimal qu'il appelle méthode d'effluxion. Newton a fondé ainsi l'analyse mathématique moderne. En 1669, toujours, Newton succède à son maître Barrow, qui s'était démis pour se consacrer exclusivement à la théologie, et il reprend sa chaire de professeur lucasien de mathématiques. 3 ans plus tard, à l'âge de 29 ans, il entre à la Royal Society de Londres, où il fera la rencontre de Robert Boyle. Homme très influent, il réussit l'exploit de mettre au point un télescope à miroir sphérique dépourvu d'aberrations chromatiques. L'année suivante, il prend la décision de divulguer grandement les travaux sur la lumière, ce qui le rend célèbre d'un seul coup. Cette célébrité fait de cette découverte l'objet de nombreuses controverses et querelles dont il a horreur. En 1675, dans son ouvrage Optics, publié en 1704, il expose ses travaux sur la lumière et prouve qu'elle est constituée d'un spectre de plusieurs couleurs à l'aide de son prisme. Il complète ses travaux en exposant sa théorie corpusculaire. Après avoir terminé ses travaux en optique, il est contacté en 1684 par l'astronome britannique Edmond Halley, découvreur de la célèbre comète homonyme, comète de Halley bien sûr. À propos des lois de Kepler sur les orbites elliptiques des planètes, Newton répond de manière convaincante et Halley le pousse à publier ses travaux en finançant même la publication de son ouvrage. En 1787, il publie donc son œuvre majeure, Philosophia Naturalis Principiae Mathematica, principe mathématique de la philosophie naturelle. Cette œuvre marque le début de la mathématisation de la physique. En effet, Newton expose le principe d'inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, l'égalité de l'action et de la réaction, les lois du choc. Il étudie le mouvement des fluides, les marées, etc. Mais il expose aussi et surtout sa théorie de l'attraction universelle. Les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. La simplicité et l'efficacité de cette théorie aura une très forte influence sur les autres sciences au XVIIIe siècle, particulièrement les sciences sociales, comme nous le verrons. Toutefois, sur le moment, si le livre est bien accueilli en Grande-Bretagne, sur le continent, la réaction est hostile. En 1687, il défend les droits de l'université de Cambridge contre le roi Jacques II. Cette action lui vaut d'être membre du Parlement britannique en 1689. Quand le roi vaincu doit s'exiler durant son mandat, il est très actif dans les débats. Voilà, et vous pouvez continuer la suite. Bon, c'est toute une lecture. Hein. Voilà, c'est toute une lecture. C'est toute une lecture à faire. Mais vous avez... vous avez le site ici, vous pouvez lire tout, bon, à votre guise. Bon, je vais faire le calcul parce qu'il ne faut pas perdre de vue que je dois faire un calcul. C'était passionnant de lire sa vie, mais j'ai un petit calcul à faire, bien sûr. Donc, on revient à nos moutons, comme on dit. La masse de la Terre vaut 81 fois celle de la Lune, et son rayon est de l'ordre de 11 tiers de fois le rayon lunaire. Établir le rapport entre le poids lunaire et le poids terrestre. Bon. De l'objet, hein, c'est le poids lunaire et le poids terrestre de l'objet. Alors, le poids sur la Lune, est égal à la constante de Cavendish, masse de l'objet, que je vais appeler OBJ, fois la masse de la Lune, L c'est Lune, hein, sur les rayons, on va dire, au carré de la Lune.
le poids sur Terre, ben, c'est la même chose. Gamma, masse de l'objet, masse de la Terre, sur rayon carré de la Terre. Alors je suppose que l'objet est au sol, hein, c'est ça qu'il y a. L'objet est au sol. C'est pour ça que je reprends le rayon de la Terre. Hein. L'objet est au sol. Alors, ce qu'il demande, c'est le poids P lune sur P terre. Le poids de lunaire et le poids terrestre. Établir le rapport entre le poids de lunaire et le poids terrestre. Donc c'est P lune sur P terre. Donc je vais faire le rapport. P lune sur P terre. Gamma. Gamma. Masse de l'objet. Masse de l'objet. Multiplié par la masse lune sur rayon carré lune fois la masse de la Terre sur rayon carré Terre. Bon. Je vais déjà diviser par gamma. Comme ça, bon, gamma divisé par gamma, ça tombe. Alors, divisé par une fraction, on revient à multiplier par la fraction inverse. Bon, vous voyez que les bases des objets, vous pouvez se simplifier. Donc il va rester rayon terre. Faut pas que je fasse. Il va rester rayon terre au carré sur rayon lune au carré. Et il va rester masse lune sur masse terre. Je mets tout au carré. Alors, le rapport masse lune sur masse terre, rappelez-vous l'énoncé, je disais au départ qu'il ne faut pas perdre de vue que la masse de la Terre vaut 81 fois la masse de la Lune. Donc ça veut dire que la masse de la Terre vaut 81 fois la masse de la Lune. Ça veut dire que si je fais le rapport masse Lune sur masse Terre, ben c'est masse Lune sur masse Terre. Là j'aurai 1. Puis je divise par 81 ici. 10 par 81. Donc le rapport il vaut 1 sur 81.
Donc le rapport que vous avez au-dessus, là, il vaut 1 sur 81. Masse lune sur masse Terre. Bon, mais maintenant, rayon Terre sur rayon Lune. Rayon Terre vaut 11 tiers de fois rayon Lune. Rayon Terre égale 11 tiers de fois rayon Lune. Ça veut dire que rayon Terre sur rayon Lune, si je divise par rayon Lune dans chaque membre, ben il va rester 11 tiers. Rayon Terre sur rayon Lune fait 11 tiers, mais attention de ne pas oublier de mettre au carré. Voilà, et j'ai plus qu'à calculer ça et j'ai la réponse. Donc P Lune je vais faire ce calcul, donc 121 neuvième fois 1,81e. 121 divisé par 9 fois 1 divisé par 81. Voilà, c'est ça, la réponse est ça, c'est 0, je peux le mettre avec 4 décimales. Je peux mettre avec 4, 3, enfin peu importe, je vais mettre 4 décimales. Je vais mettre avec ceci, comme décimale, je vais mettre ça. 5 décimales, 0,16, 0,17. C'est environ, bien sûr c'est toujours environ. Hein. Ça c'est le rapport poids de Lune sur poids Terre, poids Lune sur poids Terre. Maintenant je peux faire l'inverse. Hein. Je vais faire l'inverse, poids Terre sur poids Lune.
Je vais chercher l'inverse de 0,16598. Inverse 6 fois. Il est environ 6 fois. Il est 6 fois plus grand. Le poids est 6 fois plus grand sur la Lune, sur la Terre que sur la Terre, il est 6 fois plus grand. 6,0248. Ça fait environ 6. Hein. Ça veut dire que le poids sur Terre vaut environ 6 fois le poids sur la Lune. Donc on est 6 fois plus léger sur la Lune. Hein. C'est ça que ça veut dire. L'objet est 6 fois plus léger sur la Lune que sur Terre. Et 6 fois plus léger sur la Lune. L'objet est 6 fois plus léger sur la Lune que sur la Terre, mais il est 6 fois plus lourd sur Terre que sur la Lune. Donc sur la Lune, il flotte. Ça flotte. Hein. L'objet flotte. On a la sensation d'un flottement. Ça flotte. Ça flotte parce que la gravitation, voilà, le poids est 6 fois moindre. Le poids est 6 fois moindre. On a une force d'attraction 6 fois moindre sur la Lune que sur la Terre. Donc, il a une tendance à un effet de flottement sur la Lune. Maintenant, si elle était trop forte, on aurait tout le contraire d'un flottement. Hein. Ça flotte parce que c'est moins. Mais si c'était plus grand, il y a l'effet. Vous voyez qu'il y a l'effet de l'attraction, l'effet de l'attraction gravitationnelle joue sur la grandeur des forces et donc fatalement sur l'effet. Parce que le phénomène de flottement, c'est un phénomène dû à l'attraction, à la gravitation, hein, à force de gravitation. Donc les forces de gravitation sont présentes et créent des phénomènes, par exemple le flottement. Mais maintenant, si la gravitation était très très forte, qu'est-ce qui se passerait? On n'aurait peut-être pas un flottement, on aurait autre chose. Donc l'effet de la gravitation agit sur les objets. Sur les objets. Et donc, sur tout objet. Que ce soit les cailloux, que ce soit sur les gaz ou n'importe quoi. Je veux dire, il y a des effets de la gravitation dès le moment où il y a une masse. Dès le moment où il y a une masse, il y a l'effet de la gravitation. Donc, tous les cailloux qui subissent la gravitation dans un astre, ils subissent tous la gravitation au sein de l'astre. Tous les cailloux subissent la gravitation. Et donc, s'il fallait vivre dans un astre, il faut tenir compte. Bon, tout d'abord, pour vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'oxygène. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte des effets de la gravitation, des effets de la lumière, de la gravitation. Il faut avoir un environnement, je veux dire, qui est sain pour vivre. C'est pas que, bon, on commence à marcher, on flotte. Ça fait bizarre aussi. Hein. On voit tout le monde qui flotte. Bon, c'est l'environnement qui serait comme ça. Par exemple, je pense à la Lune. Bon, ça flotte. C'est un espèce de flottement. Tout se fait au ralenti avec des mouvements de flottement. Parce que c'est dû à la gravitation. Elle est moins sur la Lune. Donc vous voyez que la gravitation a un effet sur l'environnement, hein, direct. Sur l'environnement direct. Voilà, je vous remercie.